Bonsoir Alain Duhamel, merci d'être avec nous tous les lundis soirs. Face à Sophia Chikirou, la conseillère en communication politique, proche de la France insoumise. Est-ce que Macron joue un gros coup, joue un kit tout double en envoyant Agnès Buzyn au front? Et est-ce que c'est une façon de faire parler aussi d'autre chose que des retraites qui sont encore en discussion à l'Assemblée? Oui, ça je ne crois pas qu'il ait décidé Agnès Buzyn à être candidate pour qu'on parle moins des retraites. De toute façon, les retraites, on en parle toujours et on en parlera encore. Donc non. En revanche, qu'ils prennent des risques, oui, bien sûr, il prend un risque. C'est lui qui a désigné Agnès Buzyn, donc il prend un risque. C'était lui qui avait aussi choisi, en réalité, auparavant, son prédécesseur malheureux. Hein. Donc là aussi, c'est un risque. Et puis, de toute façon... Paris, c'est la France. Le maire de Paris, c'est forcément une élection symbolique vraiment importante. C'était, et c'est toujours Paris, qui était la plateforme qu'espérait, même qui était presque sûr, il y a encore un an, La République En Marche d'emporter. Donc oui, il prend un risque politique. Et si le score final est mauvais pour La République En Marche, il passera à la dernière phase de son quinquennat politiquement affaibli. On est en plein match d'improvisation. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le théâtre d'improvisation, mais ça y ressemble. Hein. On a un président de la République qui essaye de rattraper comme ça les événements, ses erreurs, les événements. Alors, sont-ils toujours responsables de tout? On ne peut pas dire que Griveaux avait mené une superbe campagne jusque-là. Hein. Il n'était pas non plus... On ne peut pas dire. Voilà. Donc, il essaye de rattraper tout ça. C'est de l'impro total. Moi, ce que j'analyse, c'est surtout que finalement, tout ça, c'est... le risque de la contre-performance continue, quoi. Macron n'y échappe pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a réussi à éviter que la Macronie explose à Paris, parce que c'était quand même un risque sérieux. Il a réussi ça, mais pour combien de temps, on ne sait pas. Il fait preuve quand même d'autoritarisme en désignant Buzyn parce qu'il y avait Villani. Après tout, Villani, il était député En Marche. Attendez, il était député En Marche. Il aurait pu tout à fait dire, finalement, on va rassembler la famille macroniste, tout le monde va se mettre derrière Villani. Là, on se retrouve finalement avec une candidate qui est censée incarner Macron, choisie par Macron. À côté de ça, il y a deux autres candidats qui vont se battre pour l'électorat macroniste. Il y a Villani et il y a Béliard pour Europe Écologie Les Verts, d'une certaine façon, qui veut aussi grignoter de l'électorat macroniste quand il envisage une alliance avec Villani au second tour. Donc moi je dis, c'est de l'improvisation, il essaye de rattraper un petit peu, mais les contre-performances de son camp, pour les semaines à venir, ne sont pas écartées. C'est-à-dire qu'à la fin de la semaine... Il aurait pu choisir Villani? Il aurait pu choisir Villani? Pas du tout. Moi je vois pas les choses de cette façon. Bon, que ce soit une improvisation, ça c'est une évidence, parce que personne n'imaginait ce qui s'est passé pour Benjamin Griveaux. Donc oui, bien sûr qu'il est bien obligé d'improviser. Je pense que Agnès Buzyn, c'est non pas le meilleur choix, mais le seul choix possible. Tout simplement parce qu'il ne s'agissait pas de sortir un nom. Il fallait sortir un visage que les gens connaissent déjà et un visage qui soit suffisamment respecté. Par ailleurs, il fallait un visage qui, a priori, soit dans son camp, bien entendu, mais plutôt rassembleur, qui passe pour quelqu'un de plutôt ouvert, qui soit en matière de société, disons, plutôt progressiste et en matière économique, plutôt libérale, donc qui puisse s'adresser aux différents segments de l'électorat macroniste, puis qui en plus ressemble assez à ses électeurs parisiens quand même. Ce qui n'était pas forcément le cas de Benjamin Griveaux avant. Et donc je trouve que c'était la moins mauvaise solution. La vérité, c'est que je crois que toutes les autres étaient très mauvaises et je ne suis pas en train de vous dire qu'elles se métamorphosent brusquement en favorites pour l'élection. La question, c'est que dans l'immédiat, pour les militants engagés sur le terrain, son arrivée, c'est une très bonne chose. Mais pour les électeurs... On va bien voir. Pour les électeurs, c'est autre chose. Évidemment, avec Buzyn, il a joué la sécurité au niveau des électeurs, des militants macronistes, du camp macroniste parisien. Mais au niveau des électeurs, c'est un peu plus compliqué parce qu'elle est ministre sortante. Et je vous rappelle qu'à Paris, la question des hôpitaux et du service public de la santé à Paris est vitale. Les hôpitaux ont collapsé, on est bien au-delà. À Paris, ça y est, c'est un peu le tiers-monde dans les urgences. Le tiers-monde, vous exagérez. Non, c'est vraiment.
évidemment. Ah, non, je vous assure. Non, recevez ici Sabrina Ali Ben Ali qui vous racontera dans quel état sont les urgences à Paris. Quand vous patientez, vous pouvez mourir. Il n'y a pas très longtemps, une petite fille de 11 ans est morte à l'hôpital à force d'attendre. Attention, monsieur Duhalem, c'est très grave. La situation des hôpitaux parisiens je ne vis pas dans une bulle. Dramatique. Je ne vis pas dans une bulle. Les hôpitaux parisiens, je les ai beaucoup fréquentés. Et en ce qui concerne les urgences, j'ai une expérience personnelle directe d'attendre moins de 2 mois. Et avec les attentes. Donc, et cette femme n'a rien fait pour améliorer la situation. Je ne suis pas en train de parler de son bilan. Ce que je vous dis en revanche, c'est que si c'est vrai que les hôpitaux, notamment parisiens, pas seulement parisiens, ont des grandes difficultés, essentiellement pour des raisons financières et de revenus, en particulier pour les infirmières, etc. Oui, non, mais la réforme... D'accord, je ne vous dis pas le contraire. Bon, s'il est vrai que c'est ça, de là à parler de tiers-monde... Mais de là à la tenir responsable... Si le tiers-monde pouvait avoir une organisation hospitalière comme la nôtre... Je peux vous assurer qu'il y a des pays en voie de développement, comme on dit... Il serait plus heureux... Revenons à Buzyn. Moi, je veux qu'on revienne quand même, parce que moi, j'ai entendu beaucoup parler autour de moi de cette affaire Griveaux. Est-ce que c'était bien... est-ce que c'était sa responsabilité? Est-ce qu'il était victime? Ça fait aujourd'hui une exigence supplémentaire sur les hommes politiques et les femmes politiques? Ou au contraire, est-ce qu'il y a eu une digue qui a été levée finalement vendredi face à ce qui s'est passé? Et c'est très bien. Ça révèle une chose, c'est sur la question de la parole. Et d'ailleurs, on le voit aussi avec Buzyn. Buzyn, 2 jours avant d'annoncer sa candidature, elle dit qu'elle n'est pas du tout candidate et pas intéressée. 2 jours après, elle l'est. Il y a un problème de parole chez les macronistes. C'est-à-dire, ils disent une chose, ils en font une autre. Ils affichent une chose, ils font le contraire. On le voit à l'Assemblée sur les retraites. Le président lui-même donne l'exemple, notamment sur la réforme des retraites et la question de l'âge pivot, donc du recul de l'âge de départ. Attends, toujours pas réglé. Non, je justifie rien. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a un vrai problème de tenir parole. La parole compte. Donc, ce qu'on dit, on doit l'être. On ne doit pas afficher. Moi, j'ai lu des documents de campagne de Griveaux, notamment dans le 20e arrondissement, où la candidate LREM met en avant les valeurs familiales, le goût de sa famille, de ses enfants, etc. Non, attendez, je veux juste terminer là-dessus. Quand un candidat joue là-dessus, donc met en scène sa vie privée, en fait un argument politique, c'est sûr que derrière la petite chanson de finalement, c'est pas tout à fait ça. Oui, ça joue. Moi, contrairement à vous, je suis du même avis que Jean-Luc Mélenchon sur cette question. C'est-à-dire que je considère qu'il y a des bornes qu'on ne doit pas passer, personne ne mérite qu'on jette sa vie privée, surtout quand elle est légale, ce qui est le cas. Il sortait absolument pas de la légalité, et que ce qu'on lui a fait était répugnant. Évidemment. Maintenant que lui-même fait preuve, disons, d'un état d'esprit adolescent, moi, je voulais parler de la question de la parole. Moi, j'ai pensé à un adolescent quand j'ai vu ça. On a l'impression d'une forme de jeu d'adolescent qui n'est pas digne du... Ce qui compte, c'est le gouffre qu'il y a entre la parole et ce qu'on va défendre, ce qu'on veut afficher et ce qu'on est... Mais il ne faut pas exiger... d'authenticité. Oui, alors c'est un problème. Il ne faut pas exiger des hommes politiques... On peut exiger des hommes politiques qui ne mettent pas en scène leur vie privée. Il ne faut pas exiger que ce soit des prix de vertu n'ayant jamais commis quoi que ce soit dans leur vie et étant susceptibles d'être repris par leurs électeurs à n'importe quelle seconde s'ils ne traversent pas dans les clous à un endroit ou s'ils ont une parole malheureuse comme il nous arrive tous d'en avoir, quelquefois même à l'antenne. Bon, donc je pense que... Je pense qu'il est une victime. Mais je pense aussi que le fait qu'il y ait eu une première victime de ce genre, c'est un très mauvais signal. Franchement, ça ne donnera sûrement pas envie à des gens de qualité d'être candidats à des élections. Agnès Buzyn va devoir affronter quand même dans cette campagne ce problème de l'improvisation et ce problème de... Elle a une pression extraordinaire sur les épaules. À l'heure actuelle, c'est le président Macron qui lui a mise. Elle est censée sauver la Macronie à Paris, c'est pas rien. Et elle va devoir faire face à cela. Et donc, elle n'a pas le droit à l'erreur. Et donc, cette pression qu'elle va avoir des réseaux sociaux, de l'image, de sa première sortie, etc., ça va être extrêmement dur pour elle. Et ses adversaires... Je pense notamment à Rachida Dati et Anne Hidalgo, ne vont pas la rater. C'est le jeu. Bien sûr, c'est le jeu. Mais ça reste sur le terrain politique, il n'y a rien à dire. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'on n'en a pas fini avec les petites phrases. Ça va être une campagne comme ça. Voilà, les municipales, ce sera une campagne de petites phrases. Merci beaucoup à tous les deux. C'est le 20h politique tout de suite avec Jeanne Barré.